influences. Tu es encore un bébé dans ce monde cruel et désorganisé. Bruno prit sa tête entre ses mains, poussant un cri de frustration étouffé. Maman, j'aimerais ça que tu ne t'en mêles pas pour une fois dans ta sainte vie. Occupe-toi de tes légumes et de tes planchers, mais laisse mon cœur tranquille. Il monta l'escalier 4 à 4, ses pas faisant vibrer le plafond de la cuisine. Germaine resta seule. Elle soupira, ajusta méticuleusement le cadre de Roger pour qu'il soit parfaitement droit, et s'assit. Elle avait peut-être un peu forcé la dose, elle l'admettait intérieurement, mais elle était intimement convaincue d'avoir sauvé son fils d'un destin funeste auprès d'une femme qui ne comprenait rien à la hiérarchie familiale. Une mère dominante, quelle plaisanterie! Elle qui ne faisait que veiller à ce que tout soit propre, rangé et conforme à sa vision du bonheur. Elle se servit un grand verre d'eau fraîche, réfléchissant déjà à la manière dont elle allait présenter la chose à Carole. Sa fille n'allait pas tarder à rentrer et à poser des questions embarrassantes. Il allait falloir broder un peu la réalité, y ajouter quelques fleurs de rhétorique. Chez les Lebrun, la vérité était souvent comme une vieille chemise de Roger, on pouvait toujours la retailler, la repasser et la réajuster pour qu'elle fasse mieux au corps et qu'elle serve les intérêts de la famille. Chapitre 3. Le docteur et la chouette. La tension dans la demeure des Lebrun était palpable, ou du moins, elle était pour Carole. Germaine, elle, rangeait la vaisselle avec une détermination qui suggérait que si la mort osait frapper à sa porte, elle recevait des abords un coup de torchon derrière les oreilles. Grand-papa continuait de gémir depuis sa chambre, des sons qui ressemblaient plus à un vieux moteur refusant de démarrer par un matin de gel que à une agonie tragique. « Prends pas de chance, maman » insista Carole en bousculant les pensées de sa mère. Il devrait appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, répéta Germaine en s'arrêtant net, une assiette à la main. Est-ce que tu sais combien il charge, celui-là? Il demande 100 piastres de la chouette, et tout ça en dessous de la table, bien entendu. Il revient cher, le grand-père, si on commence à inviter la médecine privée dans notre salon. Maman, ce n'est pas le moment de compter les sous, s'indigna Carole. De toute chance, ajouta Germaine avec un pragmatisme qui frisait le cynisme, au moins il est assuré pour ses funérailles. On ne perdra pas tout dans l'affaire. Maman, s'écria Carole, horrifiée par le manque de tact de sa génitrice. D'accord, je vais l'appeler, ton docteur Lépine, concéda Germaine en jetant son torchon. Mais je te le dis, tout ça, c'est à cause de sa mordue perruche. Quoi, sa perruche? Demanda Carole, confuse. Oui, il l'a trouvée morte ce matin. C'est ça, il doit être triste, le pauvre vieux. Qu'est-ce que tu veux, à cet âge-là, une perruche morte, et il est sûr qu'il est le prochain sur la liste des départs. Avec un peu de chance, il attendra au moins que le docteur soit payé pour s'en aller. Quelques instants plus tard, le docteur Lépine faisait son entrée, sa mallette de cuir noir à la main et un air de professionnalisme fatigué sur le visage. À peine avait-il franchi le seuil que Germaine l'intercepta, non pas pour parler de la santé du patient, mais de la sienne. « Oh, docteur, le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend tout le long de la colonne » dit-elle en se massant le dos avec une grimace exagérée. Le docteur Lépine s'arrêta, un sourcil levé. « Ça fait combien de temps qu'il a ça » demanda-t-il en désignant la chambre de grand-papa. « Pas lui, moi » répliqua Germaine avec aplomb. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père » rappela le docteur d'un ton sec. Germaine haussa les épaules, nullement démontée. « Prenez votre temps avec lui, docteur. Il n'est pas pressé. C'est juste une question de temps, de toute façon. Hein, grand-papa? » Elle entra dans la chambre, suivie du médecin et de Carole. Elle se pencha sur le vieil homme qui semblait soudain très petit sous ses couvertures. « Est-ce que tu es prêt à mourir, grand-papa » demanda-t-elle avec une curiosité presque enfantine. « Oui » répondit la voix faible. « Ça va être fait vendredi. »« Vendredi, c'est parfait » nota Germaine. « Ça nous laisse le temps de préparer le buffet. » Le docteur Lépine ignora la remarque et commença son examen. Il prit le pouls, écouta le cœur, et finit par se redresser avec un soupir sérieux.
Il va falloir des tests plus approfondis, annonça Théil. Des tests, s'inquiéta immédiatement Germaine. Ça va-tu coûter cher, ça? Le docteur ne répondit pas directement à la question financière. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine, expliqua Théil. Grand-papa, qui n'entendait pas tout, fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il dit? Demanda Théil. Hésita Germaine avant de traduire à sa façon. Il veut tes bobettes, Grand-papa. C'est une nouvelle technique médicale de pointe. Monsieur Lebrun, dit le docteur en s'adressant au vieil homme, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre en bouche. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous, intervint Germaine avec un sourire malicieux qui fit s'empourer le pauvre docteur. Bon, bien, c'est pas le choix, reprit le médecin en sortant un autre instrument. Il va falloir que je prenne sa température rectale. Pourriez-vous m'aider, Madame Lebrun? Avec plaisir, répondit Germaine en s'avançant. La bobette, Grand-papa. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. Attention, hop là. Alors que l'examen se poursuivait dans une atmosphère de plus en plus surréaliste, Germaine se tourna vers Carole qui observait la scène avec un mélange de pitié et d'embarras. Bonne fête, Grand-papa, lança Germaine sans aucune raison apparente, si ce n'est pour combler le silence gênant de la procédure médicale. Voulez-vous un petit café, docteur, proposa-t-elle enfin alors que le médecin rangeait ses instruments. Bien, j'y en prendrai un, ou peut-être quelque chose d'un peu plus fort comme celui que vous m'avez offert la dernière fois, admit le docteur Lépine, qui semblait avoir besoin d'un remontant après avoir affronté les Lebrun. Ben, il y a la bouteille dans la cuisine, là, indiqua Germaine. Je vais aller me chercher un café aussi, Grand-papa. On revient tout de suite. En sortant de la chambre, Germaine jeta un dernier regard vers le vieil homme. Elle savait bien que Grand-papa n'était pas encore prêt pour le grand voyage de vendredi, mais dans cette maison, on préférait rire de la faucheuse plutôt que de la laisser s'installer confortablement. Après tout, 100 piastres de la chouette, c'était déjà bien assez cher payé pour une visite de courtoisie. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Madame Germaine Lebrun. Dans cette demeure située au cœur d'un quartier populaire, la poussière ne fait que passer, car Germaine veille au grain avec un plumeau qui ressemble à une extension de son propre bras. La journée commence comme tant des autres, dans un fracas de vaisselle et de commentaires lents à la cantonade. Germaine est une femme d'un certain âge, possédant une énergie qui ferait rougir de honte une pile électrique neuve. Elle est active dans sa cuisine, frottant une tache invisible sur le comptoir tout en jetant un œil distrait vers le salon où repose son beau-père. Grand-papa, comme tout le monde l'appelle ici, est une figure immobile dans le paysage domestique. Il a 92 ans et semble avoir décidé que le mouvement était une option facultative dans la vie. Ce matin-là, il émet un petit gémissement plaintif. Germaine s'arrête net, son chiffon en plein vol. Elle soupire, non pas par impatience, mais par habitude. Elle demande ce qu'il y a au vieil homme. Grand-papa répond d'une voix chevrotante qu'il ne dort plus depuis 3 jours. Germaine ne se laisse pas démonter. Elle lui lance un bonjour sonore, expliquant qu'elle fait juste un petit peu de ménage et qu'elle était sur le point de prendre une pause. Elle se parle à elle-même, comme elle le fait often. Le ménage pour elle n'est pas une corvée, c'est un mode de vie, une philosophie. Elle compare cela à une mission sacrée. Elle se regarde dans le miroir de l'entrée et s'exclame qu'elle est bien sale, qu'il faudrait qu'elle se nourrisse. Dans un élan de distraction typique, elle réalisait qu'elle a oublié d'ouvrir la cave pour le grand-père. Elle peste contre elle-même, se disant de se fermer la bouche. Elle rappelle à qui veut entendre qu'elle a élevé 6 enfants toute seule et que personne ne lui a donné autant de fil à retordre que ce vieil homme têtu. Elle se remémore alors une visite récente de Monsieur le cure Saint-Pierre. Le prêtre avait regardé la maison avec admiration. Il avait dit que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient ensemble une bien belle demeure. Germaine, avec son sens de la repartie légendaire, avait remercié le cure, mais en son forum intérieur, elle pensait que le cure devrait voir le désordre quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Pour Germaine, la propreté est une bataille de chaque instant.
Elle explique que sa vie a été une suite ininterrompue de coups de balai et de vadrouilles. À l'âge de 18 ans, elle a épouse Roger Lebrun. Elle pointe du doigt une photo de son fils Bruno en disant que c'est le fils de son mari, une affaire de grossesse qui l'a menée au mariage plus vite que prévu. Et le lendemain du mariage, paf, elle était déjà en train de frotter le sol. Chapitre 2. La porte s'ouvre et Carole, la fille de Germaine, entre dans la cuisine. Carole est une jeune femme sérieuse, étudiante en psychologie et serveuse à temps partiel. Elle regarde son grand-père et remarque qu'il a l'air bien calme ce matin. Germaine hausse les épaules, avouant qu'elle ne sait pas trop pourquoi le vieil homme est si paisible. Elle change immédiatement de sujet pour se concentrer sur sa fille. Elle taquine Carole sur son rendez-vous prévu pour le soir même. Carole proteste, affirmant que ce n'est pas un rendez-vous galant, mais juste un petit verre tranquille avec un ami. Germaine éclatait de rire. Un petit verre tranquille, dit-elle, c'est ce que tous les hommes disent pour endormir la vigilance des femmes. Elle se lance alors dans une tirade pleine de sagesse populaire et des humours piquants. Elle prévient sa fille que pour certains hommes, la vodka n'est qu'un lubrifiant pour faire tomber les vêtements plus vite. Carole essaie de ne pas rire, mais sa mère est inarrêtable. Germaine décrit avec une précision comique la vitesse à laquelle on passe d'un cocktail sucre à une salle des accouchements avec un docteur qui crie de pousser. Carole finit par dire qu'elle a compris le message. Germaine, dans un élan de tendresse bourrue, propose un petit café à sa fille avant qu'elle ne parte. Carole refuse, prétextant qu'elle est déjà en retard. La mère ne peut s'empêcher de lancer une dernière pointe, disant que si l'homme arrive en retard, il finira sûrement par venir trop vite. C'est sa façon à elle d'exprimer son inquiétude maternelle sous couvert de plaisanteries grivoises. Avant que Carole ne franchisse la porte, Germaine l'interpelle pour lui dire qu'elle est magnifique. Elle lui demande de faire attention à elle. Une fois seule avec le grand-père, Germaine reprend son monologue. Elle ne veut pas qu'on la voie uniquement comme une ménagère. Elle rappelle qu'elle tient aussi un kiosque aux marches, vendant des fruits et des légumes. Cela fait d'elle une femme des affaires accomplie à ses propres yeux. Elle se plaint des clients qui viennent toucher la marchandise sans aucune pudeur. Elle raconte l'histoire d'une femme qu'elle a remise à sa place alors qu'elle manipulait une banane avec trop d'insistance. Germaine lui avait dit froidement que c'était une banane et non un attribut masculin, et qu'elle ne deviendrait pas plus grosse à force d'être tâtée. Elle termine sa pensée en fredonnant une chanson sur Winnie et l'ourson, tout en observant le grand-père qui semblait s'enfoncer dans sa propre forêt enchantée de pensées confuses. Chapitre 3. Soudain, la porte des entrées s'ouvre à nouveau pour laisser passer Bruno, le fils de Germaine. Il a l'air d'avoir porté toute la misère du monde sur ses épaules. Il entre dans la cuisine sans même saluer sa mère, se dirigeant directement vers le réfrigérateur. Germaine, toujours prête à dégainer une remarque, lui demande si c'est une promotion cette semaine. Bruno grogne qu'il s'agit de burger. Il s'assoit lourdement à la table de la cuisine. Germaine l'observe avec une curiosité mal dissimulée. Elle lui demande pourquoi il a cette mine de chien battu. Elle s'inquiète de savoir si Winnie et l'ourson a encore des ennuis avec la police. Bruno finit par cracher le morceau. C'est Geneviève, dit-il avec un soupir qui semble venir du fond de ses entrailles. La belle Geneviève décide de rompre. Germaine, loin de montrer une compassion immédiate, qualifie aussitôt la jeune femme d'écœurante. Bruno essaie de défendre son ex-petite amie, affirmant qu'elle n'est pas une écœurante, mais Germaine en a cure. Elle veut savoir ce que